Salut Renaud, Salut Fouette. bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Drapeau Blanc et qui, comme son nom l'indique, est là pour donner la parole à tout le monde, sans haine, C'est cool. de manière pacifique. Et donc ici, on a décidé de mettre en avant un petit peu les gens de la Louvière, tous les gens qui créent des choses, les gens qui font des choses. Et comme tu es une personne très active, qui a toujours été très active et qui l'est toujours, impliquée dans plein de projets, c'est un plaisir pour moi de t'inviter sur Drapeau Blanc. Merci. Alors, on se connaît depuis très longtemps, toi et moi, À fond. depuis le siècle dernier, Ouais. Manajois tous les deux. De souche. On a partagé pas mal de choses, puisqu'on a été DJ ensemble pendant de nombreuses années. Ouais. C'est d'ailleurs cette passion pour la musique qui a fait que nos chemins sont croisés et que depuis, il y a une amitié qui dure depuis, Ouais. Plus de 20 ans là. ouais, je peux même compter bientôt 30 ans. Ouais. Milieu des années 90, c'est ça? On Milieu s'est des rencontrés, années, à ouais. mon avis, 96, ouais. Ouais, Fin 95, début 96. c'est ça. Et tu étais à ce moment-là libraire Ouais. à Manage. Exactement. Tu tenais la librairie La Cloche, Ouais. qui est d'ailleurs un monument pour tous les Manageois. Tous les vrais Manageois savent de quoi Ouais. on parle quand on parle de La Elle est Cloche. toujours là, toujours là. Toujours La là. librairie, elle est là. Ça fait plus de 100 ans, mais elle est là. On va revenir un petit peu sur ton parcours, sur ce que tu as fait et ce que tu fais. D'abord, comment est-ce que tu t'es retrouvé libraire? Donc tu sors de l'école secondaire Ouais. et tu reprends la librairie La Cloche. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé en Ben, fait? c'est un flash de fou, c'est un truc assez simple et compliqué à la fois. C'est mon grand-père va à un rendez-vous de notaire, il apprend que le bâtiment est en vente et ils veulent consolider mon avenir à travers ce métier de libraire. J'y connais rien, moi j'ai fait des études d'horticulture, je suis en septième à ce moment-là et je fais mon parachèvement de mes études en professionnel, donc c'est ma septième pour avoir mon CSS. Et j'arrête en plein milieu 97 l'école pour bosser à la librairie, un nouvel univers, un nouveau monde, être au contact des gens, et voilà. Beaucoup de boulot, il fallait être très courageux, je me Ouais. souviens. On a passé beaucoup de temps. C'était en tant que jeune à l'époque, il n'y a pas eu un sacrifice, mais c'était hardcore. C'était 19 heures par jour, 5 heures au matin jusqu'à parfois 20 heures. Et 5 jours par semaine, et avec le dimanche, c'était vraiment une aubaine de profiter de ce dimanche. Ça a duré combien d'années, la librairie pour toi? La librairie, moi, ça a duré 9 ans. Ah ouais, quand même. 9 ans. 9 ans de travail intense. Ouais, ouais, je m'en souviens très bien. Alors, avant même la musique, là, c'était même avant que je te connaisse, ta première passion, c'est le skate. Ouais, le skate. Comment c'est né? À partir de quel âge? Ben, le skate, ça a commencé vers 87, 88. Je participais au mouvement de jeunesse, les scouts à Manage, dont été chef. J'ai participé à des élaborations de camps, avoir animé, faire des fêtes. Voilà, c'était le mouvement de jeunesse. Et là, il y avait 3-4 gars comme ça qui étaient déjà plus âgés que nous, chez les scouts, qui étaient à fond dans le skate. On était un peu comme des jeunes, on cherche quelque chose qui nous plaît ou quoi. Et là, le skate, voilà, c'était fédérateur chez quelques-uns. D'ailleurs, on était même une dizaine à faire du skate grâce à la rencontre, de voir les plus grands, quoi, qui étaient, à l'époque, on disait les plus grands, qui étaient déjà bien dans le mouvement du skate, qui étaient complètement underground, qui n'existait pas en fait. C'était un truc qui venait des États-Unis, c'était voilà, il y avait
C'était tout nouveau pour nous, c'était exotique, c'était voilà. Bah, d'ailleurs, moi, quand je t'ai rencontré, quand on a commencé à se côtoyer, tu faisais partie d'une bande de skateurs. J'étais le seul de la bande qui ne faisait pas de skate, d'ailleurs. Ouais. Il y avait Laurent, il y avait Le petit Mathieu Kirk. Mathieu Kirk, ouais. Mathieu Kirk, il y avait Steve. Steve qui maintenant il est devenu tatoueur. S'est lancé dans sa passion. Il était aussi avec Laurent. Et c'était tout un groupe de l'Athénée Royal à la Louvière. Donc c'était les Johan, arts. Ouais, il y qui avait avait Johan, ouvert un un skate skate shop shop. de 97 à 2001. Lucas, Ouais, Lucas Dragon qui nous a rejoints. D'ailleurs, à l'époque, nous, on avait organisé la journée de skate à, à la Estre. On avait fait venir Don Batnatot, un groupe bruxellois assez connu, Looking Up à l'époque aussi, avec des gars, des membres de skate. Et puis, on avait fait mettre tous nos modules, on avait mis une mini-rampe. C'était de notre propre initiative avec la commune pour faire une journée chouette comme ça, skate. ouais, il y avait une belle. Comment c'était le dernier groupe? Pas la Vie se Joke, mais il y avait encore un autre groupe de la Louvière où il y avait Stéphane Zoïna, son dernier groupe là, Faida Point, qui était Ah ouais. venu jouer. Faida Point, et en finale, c'était René Benamé, les routes de secours. Donc c'était toute une petite scène comme ça s'est fait en organisant avec tout le monde. C'est vous qui aviez organisé ouais, ça, Super. ouais, ouais. Vous étiez C'est super l'initiative de. Quoi? Vous étiez super jeune. Ouais, ouais. Allez, peut-être moi j'étais plus âgé, mais les autres ils avaient tous entre. Ouais, ils allaient avoir 18 ans, quoi. Et donc nous on sollicitait fort la commune de Manage pour avoir un skatepark qu'on a eu à un certain moment. Et ils nous ont parce que bah, voilà, on roulait tout le temps dans le centre de la Estre. Et finalement, je ne sais pas, certaines personnes de la Estre, dans les plus grands, avaient des contacts avec la commune. Et voilà, nous on a lancé l'idée, on a dit voilà, on a les contacts, et on s'est lancé. Et ça a été une journée incroyable, quoi. Mhm. Incroyable, d'ailleurs, comme quand on dit, les gars de Bruxelles, là, même maintenant encore, qui se souviennent de l'époque de Manage ou dit de la Louvière, des gars de la Louvière en skate, quoi, parce que voilà, on avait fait quelque chose. On avait Ah oui, laissé une c'était petite trace comme ça. Souvent Ouais, qu'en plus, Bruxelles, pour moi, 40 km plus loin de Bruxelles, c'est la campagne, ils ne connaissent pas, quoi. Ils sont très mouvement ville. Et donc, tu laisses une trace comme ça dans le temps. D'ailleurs, les gars qui étaient venus, bon, ben maintenant, ce sont tous des super gars connus. Il y a Julian Dickmans qui a sa propre marque de planche qui vit en Espagne, si je me trompe. Il y a des Geoffrey Van Hoof, et il y avait Deviel aussi dans toute la bande. Mhm. Tous les skateurs pro à Bruxelles, et voilà, on se faisait connaître. Et puis on avait un gars, Laurent, ici, un meilleur pote, qui il a quand même fait participer à trois manches de championnat de Belgique à l'époque. Et donc d'office on rencontre d'autres gens, ainsi de suite, quoi. En tout cas, il y avait une belle énergie. Ouais. C'était quelque chose, le skatepark à Bellecour. Aussi, ouais. Soit aussi, l'énergie était gratuite. Il y avait un gars qui venait graffer, il y avait un gars d'autres Elias. ouais, Elias, hein. Ouais. Elias qui venait graffer. Bon, on nettoyait nous-mêmes le skatepark à raclette et à l'eau pour que ça soit propre, malgré. Voilà, tout était d'une énergie, chacun mettait du sien pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Sans aucune intention, sans aucun grand projet, sans aucun truc financier. S'il y avait un peu à mettre de sa poche, on mettait, et puis voilà, les choses se passaient. Ouais, franchement, quand j'y repense, c'était une dynamique vraiment terrible. C'était vraiment quelque chose de remarquable. Malheureusement, voilà, ça s'est arrêté parce que Ouais, tout à fait. la commune d'Amanage a décidé à un moment d'arrêter. Bref, L'histoire se malheureusement. ferme, on tourne une page. Voilà. Puis à la musique. Donc moi, après avoir été passé quelques années à Liège, je reviens à Manage
et je te rencontre à la librairie directement. J'ai eu le filon, on m'a dit tout de suite, il faut le voir lui. J'ai eu le Directement, on a tout de suite accroché. Et comment est-ce que tu es tombé dedans, la musique, en fait? Donc, en fait, tu étais tous les deux DJ, on avait plus ou moins les mêmes goûts musicaux, et on a fait un bout de chemin ensemble. Mais comment ça a commencé pour toi? Comment est venue l'envie de devenir DJ, déjà? L'envie, c'est le skate. Le skate, nous, on partait tout le temps à Bruxelles. Et on était là tous les samedis, on allait rouler au Mont des Arts, on était là à l'équipe. Et un jour, je descends dans la galerie Agora, là, qui est aux abords de la Grand Place, et j'entends du son, des scratchs, des trucs de ouf. Et je me dis, c'est quoi ce truc, tu vois? Et je rentre dans le magasin, je vois un gars avec des platines en train de scratcher, il y a des bonbons mûrs, il y a des casquettes, il y a des trucs de ouf. Ils vendent même du Dr Pepper, c'est pour vous dire. Et on est en plein 90s du hip-hop, et il y a un hip-hop shop à Bruxelles où il y a des disques, il y a de la musique. Et donc là, je flash sur le mode de comment le gars est en train de jouer les disques. Donc il y a les DJ, on passe un morceau après l'un après l'autre. C'est assez chouette, on peut, voilà. Et là, tu as un gars qui est technique, qui fait des choses avec ses mains. T'es un peu sur un nuage, c'est magique, quoi. Et la musique, elle pète, ça donne, et voilà, ça tombe dedans. J'achète des mixtapes, j'écoute les morceaux qu'il y a dans les mixtapes, puis au fur et à mesure, on se renseigne à droite, à gauche, des gars que je connaissais, et avec du rap français. Donc ils n'étaient pas au courant, et en fait tu te retrouves seul au monde avec le disque américain et les mixtapes. Et après je t'ai rencontré. Les mixtapes, il faut quand même préciser qu'on parle ici de cassettes, les mixtapes, qu'on rebobine. Il faut remonter dans le temps. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu le MP3, il y a eu le CD, et avant les cassettes et les vinyles. Et donc les cassettes, c'était le support, hein, ouais. Et donc quand tu faisais une cassette, donc la mixtape, c'est limite, tu fais un album, quoi. Tu mets ton truc, voilà, un mix ou quoi, il y avait quelque chose, c'était une création, c'était la mixtape, quoi. La grande époque des mixtapes qui ont fait connaître plein de DJ. Ouais. Mais c'était assez exotique, tu vois, dans le sens où tu rentres dans un truc. Tu as des magasins conventionnels, tu vas te faire tes courses, tu connais le fleuriste, tu connais le boucher, et là tu rentres, tu vois un gars avec des platines, c'est un monde à part. Tu te dis où on est ici, et donc ça flash, quoi. Donc on est là au milieu des années 90, il faut préciser aussi que c'est une époque où en Belgique, le milieu hip-hop, ça concerne une poignée de gens. Hein. Ah ouais, à fond. Et je ne savais même pas qu'il existait du hip-hop en Belgique. Si on met ça dans l'ordre, c'est en entendant le hip-hop, il est américain, voilà. On ne sait même pas qui est quoi là. S'il y a des gens qui sont activistes ou quoi ici, quoi. Après, ça va aller vite. On va comprendre en recherchant un petit peu le Malfrat linguistique à l'époque. Et puis BRC. Malfrat linguistique qui deviennent Starflame. Ouais. Et puis le groupe dont on a été fans tous les deux. Ouais, de Puta Madre. Ouais. D'ailleurs, je demande à chaque invité d'apporter un objet qui le représente ou qui a une signification pour lui. Et là, on peut voir à l'image, ça c'est pas ta première table de mixage, mais c'est la deuxième. Ouais. C'est l'objet, quoi. C'est l'objet par excellence, quoi. Elle a de l'âge, quoi. Elle fonctionne toujours. Ouais, nickel. objet de valeur pour l'époque. Ouais. Tu faisais une passion, ne fût-ce que ça. On peut parler qu'on parle d'un carnaval en tant que Gilles. C'est le prix d'un carnaval en tant que Gilles. À l'époque. Ouais. À l'époque, je le signifie. Non, c'était onéreux, tout était onéreux. Je pense que ma première platine, je l'ai économisée en 2 ans. Pour 36 000 francs belges chez Mailleux, ici, l'avoir commandé, pour avoir une technique, pour dire, voilà, je rentre dans le truc. Donc, de 95 à 97, tout le temps là. J'étais tout heureux, ouais.
Et puis ça, après, c'était à peu près la moitié du prix, et voilà. Et donc, avoir du matériel chez soi, c'est un waouh par rapport à aujourd'hui, ce qu'on peut se permettre avec rien, avec même son GSM, faire une production, faire quoi, voilà. Ne fût-ce que pour se lancer, ben voilà, il fallait du pognon. Et puis les vinyles, il Et fallait les acheter les vinyles, vinyles. il n'y avait aucun autre support. Maintenant, on peut trouver tous les supports très facilement, mais voilà, il fallait acheter les supports. Ouais, c'était un truc de ouf, quoi. On y a consacré, moi j'y ai consacré pas mal de thunes, et j'en suis pas, j'ai aucun regret parce qu'aujourd'hui la collection elle est toujours là, elle vaut son pesant, voilà, et je pense qu'elle prendra avec le temps encore plus, quoi. Mais c'est pas une question de pognon, c'est surtout le contenu de l'ensemble de la collection. Ouais, et puis toute l'aventure qu'il y a derrière. Ah ouais, ouais, On c'est a fait quelque les chose. voyages. Ouais, ouais, ouais. Mais ça a forgé, ça fait partie aussi de l'expérience de vie, hein. Ben, justement, si tu devais comparer un peu la vie d'un gamin qui décide de devenir DJ aujourd'hui et quelqu'un qui décide de devenir DJ dans les À années l'époque, 90. Ouais. waouh, waouh. Ici, aujourd'hui, s'il le sent, je pense qu'il démarre au quart de tour, tout de suite. À l'époque, waouh. Déjà, c'était pas conventionnel. Je pense que mes parents n'ont jamais capté le truc. Je jouais avec des platines, or qu'il y a des gens qui en gagnent leur vie aujourd'hui. Du moins dans ce domaine-là, dans le turntablisme, c'est devenu un peu plus noble et voilà, c'était même pas ringard, c'était has-been pour eux, ça n'existait pas, ça n'était pas dans leurs normes à eux, quoi. Et donc, voilà, et ben, il y avait déjà, je pense, ça a passé, mais c'était la rage, il y avait un truc de partager, même, voilà, quand on a fait certains concerts, d'être là, d'être présent avec d'autres, c'était cool d'être là, au premier plan, à travers le DJing. C'était cool, franchement, c'était cool. C'était pas une question de reconnaissance ou devenir une star. Je pense qu'il y avait juste le partage. Et tout le long, je pense, depuis, j'ai fait plein d'ateliers différents avec des communes, des maisons de jeunes. Ça a toujours été gratuit en fait. C'était de donner, tu lâches aux autres ce que toi tu connais, quoi. Et il y avait du partage, tout simple. Et encore aujourd'hui, je fais des trucs. Et allez, j'ai fait des mix ou des trucs comme ça que j'ai voulu faire avec d'autres personnes. C'est juste une question de partage. C'est encore une valeur forte, quoi. Le jour qu'on te retire ça, foutu, quoi. Juste partager Bah, des choses. d'autant plus qu'à l'époque, ben voilà, on est quand même. Aujourd'hui, partager, ça se résume à un clic sur Internet. Ouais. À l'époque, Ok. voilà, il y avait quand même une démarche pour partager. Il fallait Ouais. rencontrer des gens Ouais. et bouger. Ouais, Il faut dire aussi que, donc, toi, tu es libraire à ce moment-là, ouais. et à l'arrière de la librairie, il s'en passait des choses. Il s'est passé quelque chose de. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé Voilà, quelque chose. il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Donc, en fait, bah, moi-même, j'en ai passé des journées, des soirées, des nuits à l'arrière de la librairie de Renault. On peut en parler un peu. Euh, Notamment tous les gens qui ont partagé notre passion. Ouais, les rappeurs, il y en a eu, hein. Ouais. Il y en a eu. Et toujours de la première essence, ouais, on fait un truc, ok, cool. Jamais aucune optique de sortir un disque, jamais aucune optique de faire du pognon, jamais, juste du partage. C'était même, quand je regarde, c'est limite de la folie, quoi. Parce que quand on voit comment on peut être vénal aujourd'hui et tout, et on a rencontré des gens comme ça aussi, hein, qui étaient à fond, qui avaient des objectifs différents des nôtres, mais nous c'était que du partage, c'était que en fait c'était du bénéfice net pour nous, quoi. Ben, en C'était fait, notre life. on n'était pas pragmatique, on était dans Ouais. la passion, et Dans la passion. on passait juste notre 100%. temps à faire de la musique, à s'amuser à mixer, etc. Ben, il y a eu, on peut citer quelques personnes
qui ont passé du temps avec nous Ouais, il y avait déjà nos amis proches, avec Nino, Fiston, Birard, Francis, Chico, ouais, Chico. DJ Et il y a Zitoun. Chico, Zitoun. Après, de passage, il y a eu des groupes de Bruxelles, il y a eu des groupes de Nivelles, El Mektoub, avec maintenant c'est Fakir. Fakir qui fait des produits, qui continue, fait plein de productions, est avec Melfiano, L'Exalaire, Convoque. Il est dans le game, quoi. Le gars, il est dans le game. Mhm. Ah non, il y a eu deux, trois gamins comme ça qui sont venus poser leurs premiers mots, les guider sur une rythmique, Ouais. les mettre dans le bain, quoi. Maintenant, si tu devais faire un petit résumé des faits marquants depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, parce que toi, tu es toujours actif, hein, tu es toujours Ouais. DJ, moi j'ai pris un petit peu de distance. Toi, tu es toujours dedans, donc ça fait plus de 25 ans, bientôt 30 Voilà. ans. Quels sont les moments qui t'ont vraiment marqué dans le parcours? Mais jusqu'à présent, en fait, j'ai toujours vécu dans une sorte de vie freestyle comme ça. Tu passes d'un truc, tu sautes, ça rebondit à autre chose, tu rebondis, il se passe plein de trucs. On fait des trucs de ouf. Et ici, depuis peu, je suis papa et ça a changé complètement la dynamique. Parce que c'est la période dans laquelle c'était flash sur flash, tu passes d'un truc à un autre. Waouh! On n'a pas fait exprès tout ce qu'on a fait jusque-là sans se prendre la tête, quoi. C'était que du bonheur, du plaisir. Je joue on m'appelle pour jouer à un endroit, je rencontre quelqu'un d'autre qui me dit c'est vraiment cool ce que tu fais, pourquoi pas tu jouerais pas là-bas, puis ainsi de suite, ainsi de suite. On se retrouve à Bruxelles à la nouvelle année, à faire Ah ouais, juste. ouais, le Future World Funk, dans les soirées Future World Funk, où il y a plusieurs styles avec le breakbeat, DJ Mello, Mhm. avec Antoine. C'était la chocolaterie, c'est pas La ça? chocolaterie. Ouais. On a fait le Bursk-Burk. Ouais, On s'est retrouvés au juste. Bursk-Burk. On ne sait même pas comment. On s'est retrouvés. On nous a proposé. À chaque fois, les gens adoraient ce qu'on faisait. À l'envers à Mons. Ouais, on a joué pas mal, Ouais, à Mons, Et Ganja c'est- White Night, Ouais, Ganja White on a Night. accompagné Incroyable, au début, ce truc-là. Incroyable. maintenant c'est des méga stars aux Ouais, États-Unis. complet, complet. Ouais, toujours. Les gars voulaient devaient aller à un endroit, me voilà avec une camionnette, j'ai dit ok, on cherche tout le monde, on est parti, Chemnitz, Ah ouais. Pologne, traverser l'Allemagne comme ça. Les gars, on va vous amener. Mais je t'assure que les gars, j'ai eu Benjamin il n'y a pas longtemps, l'année passée, il y a 2 ans. Il était dans son tourbus à Lawrence, comment va? Comme ça, le gars, tranquille. Ouais. Ils n'ont pas. Ouais. Cool, cool, cool. Pour dire que voilà, les liens, ils étaient faits, ce qu'on a fait, on l'a fait. C'était chouette. On a joué aussi au Bonnefoy. Bonne feuille, là, c'était Bruxelles, exceptionnel. on était résident pendant Là un aussi, moment. là aussi, un truc de rien. J'organise un anniversaire dans mon champ, je fais venir plusieurs DJ de connaissances de types différents. Et finalement, on se crée un petit concept de jouer plusieurs styles pour avoir une petite carte comme un menu, comme ça. Démarre soul, funk, tranquille, puis les gens. Ils dansent sur un peu autre chose, on monte, c'était après 2-3 ans le dubstep que tu as joué, Mhm. tu as la trempe de dubstep, puis après voilà, drum and bass, et on amenait ça jusqu'à 6h au matin, ambiance de feu, ambiance de fou. Ah ouais. Des grands Ouais. souvenirs aussi. Aujourd'hui, tu mixes quel style? Là, le dada que j'ai, c'est vraiment on va dire quand on dit des instrumentales, mais que ce soit hip-hop, trip-hop, des beats, quoi, des beats, mixer des beats. Essayer de taper 2-3 trucs, des flashs, des références, des petites affaires comme ça. Et sortir des breakbeats, des trucs qui n'existent pas encore, mais que pour moi, quoi. Ok. On a plus beaucoup l'occasion de jouer. Je n'ai plus joué d'ailleurs depuis facilement 2 ans et demi maintenant. À cause de... Ben ouais, déjà, si on en vient, déjà l'écho que tu pourras avoir de ce que tu fais pour le public
du moins où je jouais, dans les endroits où je jouais, n'était plus là, quoi. N'était absolument plus là. Et ça ne servait à rien de tirer en longueur quelque chose qui était fini, quoi. Ben justement, moi, c'est un truc qui, quand même, enfin, que je trouve admirable. Moi, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à ça, parce que la musique, elle a beaucoup changé, le monde de la musique a changé. Comment est-ce que toi, justement, tu arrives toujours à rester aussi passionné, alors que, voilà, c'est un autre monde aujourd'hui. Ouais, bah écoute, il y a un certain. Bah, il y a 10 ans, juste après les bonnes feuilles et tout ça, bon, bah, il y a eu ça s'est arrêté, mais moi j'ai continué avec un ami à écouter ce qui se faisait de nouveau dans d'autres domaines. Et il y a un truc qui s'appelle Ghetto Funk, qui est assez chouette, avec des gars qui ont fait une alliance. Donc c'était déjà à peu près le nouveau monde dans la musique. Les gars s'envoyaient les scratchs, les remixes et ainsi de suite, sous style de reggae, sous plusieurs styles différents, du glitch hop, des beats un peu plus lourds, pas lourds, mais d'autres sonorités comme grammatique et ainsi de suite. Tous ces gars faisaient des remixes et avaient créé le mouvement Ghetto Funk. Mais il y en avait un gars aux États-Unis, un à Vancouver, un autre à Bristol, un autre à Manchester, un gars en Pologne, un gars en Australie. Et tous ces gars-là ont créé une structure. Et moi, je suis resté dans cette structure. Et en fait, ils jouaient plein de disques de hip-hop d'époque qui sont remis à la sauce, qui sont, on va pas dire des mash-up, mais c'était chacun ses productions. Et nous, j'ai connu en 2012 Paul Dor, qui est un gars de Louvain, comme ça, qui est quand même assez connu, qui fait partie de la même trempe de grammatique, avec leur propre construction musicale et de nouvelles façons d'amener la muse. Et finalement, c'est la suite, sans être du hip-hop 100%, mais c'est l'univers musical plus large, quoi. Avec ce qu'on aime bien, ce que j'aime comme référence. Ok. Voilà. Ouais. Et il y a des samples, il y a plein de choses super, quoi. Et donc après, il y a d'autres styles aussi. Tu peux importer de la house, légèrement house comme ça, breakbeat, des trucs, mais toujours avec la musique qui en fait, si on en revient à la base, on avait 2 platines, tu avais un enregistreur, tu devais faire des chipotages, des montages, et aujourd'hui tu as tout à ta disposition. Tu peux faire ta production toi-même, rajouter, faire tes lives et ainsi de suite, donc tout est plus accessible, quoi. Tout est plus, tout est plus accessible. Ouais, c'est à l'époque, accessible à tout le ça monde. représentait un C'était quelque chose, un investissement énorme. Ben oui, ne fût-ce que pour essayer d'être professionnel, ben je pense qu'il fallait dépenser un budget de malade. Et puis on n'avait pas comment on va dire, le matériel adéquat. Ça veut dire qu'on avait un zip et tu mettais 10 minutes de musique. Aujourd'hui, tu as une clé USB, tu as 68 gigas. Voilà. C'est pas. Voilà. Notre premier Fostex, là, l'enregistreur multipiste, ben, tu te sais, c'est quoi, 8 gigas 8 gigas, 10 morceaux, il faut tout effacer, il faut repasser à autre chose. Et le deuxième est à 40 gigas. Mais quand on voit aujourd'hui ce qu'on peut avoir sur un PC, là, toutes les facilités, même sur juste un téléphone, on y est voilà. C'est incroyable. Quels sont les DJ qui t'ont le plus influencé, qui t'ont plus influencé, qui t'ont plus marqué? Ben à chaque fois, on a rencontré certains DJ, là. Et puis quand tu creuses un peu, que tu comprends ce qu'ils font, tu dis ah ouais, top. Mais dans les tout premiers, moi je pense que le tout premier pour moi sont il y avait le DJ de Sensor, un groupe rock, et le gars faisait de la fusion, il avait amené un style de scratch. C'est vraiment par ça. En fait, on a plus dans il y a le style DJ, tu mixes des morceaux, mais tu as le DJ qui vient avec ses petites boucles et qui va construire des sons comme un musicien à part entière dans un groupe. C'est ça qui m'avait flashé. Il y avait Second Church, des Allemands, il y avait Urban, Urban Dance Squad. Il y avait un DJ
qui a repris des samples, qui jouait, qui lançait la boucle, et voilà, il venait des scratchs. Et le dernier où c'était plus fusion, c'était Sensor, aux alentours de 94. Et donc, c'est juste le turntablisme, une platine et la table, et tu rajoutes, tu joues comme tel quel un musicien joue de la guitare ou quoi, tu rajoutes des sons, tu essaies de caler, tu es à part entière comme musicien, quoi. Ça, c'était le truc qui m'a vraiment flashé. Et dans les DJ, écoute, premier qui a vraiment tapé dedans, c'est Tony Touch. Ouais. Ah ouais, moi c'était Tony Touch. Quelle aisance, quelle connaissance musicale. C'était vraiment le gars. Avant, j'ai pas eu trop l'occasion. Hein. On entendait parler de Cut Killer en France, DJ Abdel, mais sans se pencher parce que tu n'avais peut-être pas la mixtape pour écouter. Et après, tu coupes à l'envers, le temps avance, tu écoutes des productions, puis tu te dis, ah bah oui, il y a tel DJ, tel DJ, tel DJ. Et j'en découvre encore maintenant, d'époque, parce que je me pense sur tout ce qu'ils ont fait, un peu en retard. En retard, mais tu te penches, c'est la curiosité, quoi, sur chaque... Tu as joué toi aussi d'ailleurs avec des groupes que tu as accompagnés en platine. Ouais, ouais, puisque c'était vraiment ça l'idée, quoi. Il y avait l'ancien groupe Fight the Point, ils avaient refait un groupe après, on est enregistré en Suisse avec eux. Le truc n'est jamais sorti, n'a jamais abouti. Et pourtant, il y avait un potentiel. Mais bon, voilà, c'était des histoires d'époque. Qu'est-ce qu'il y avait encore? J'ai joué avec, ça aussi, une expérience de ouf. Un trio de jazz qui s'appelait The Whip. Ils sont venus jouer au Café à Mons, qui est un café jazz. Et j'avais un ami, Laurent, son frère. Ils ont un duo avec sa copine qui s'appelle Rob et Zopsy. Eux, ils sont fans de musique aussi en général et de base house, ainsi de suite, et disco. Et lui, c'est le premier gars qui m'a filé des disques. Rob. Il m'a filé House of Pain, il m'avait donné ça pour mon anniversaire. À l'époque, à mon avis, en 95, 96, il m'avait filé tous ces disques. Il avait une collection de fous. Il adorait le rap et donc il connaissait aussi la musique sous la forme de beats, des samples et tout le bazar. Et donc là, il mettait la musique avant et après le groupe là. Et le groupe leur a demandé de mettre du son, des effets synthés avec des boucles vinyles et ainsi de suite et faire quelques scratchs. Et lui, il s'est dit, il y a un pote qui fait des scratchs et tout, il faudrait qu'il vienne. Et me l'a retrouvé à le Rhythmix à Bruxelles, sur la Grand Place, avec le groupe là. Et le bassiste n'étant pas là, c'était Michel Adzi, qui était le bassiste remplaçant, qui avait déjà joué avec Akamoun et DJ Grasshopper. Donc il avait une connaissance de ce qu'il y avait lieu de faire. Et bon, moi j'ai fait taper juste les petits scratchs comme il fallait, plus très simplement, juste pour les accompagner. Et j'ai rejoint le groupe. Et on a fait un album one shot comme ça, un enregistrement là aussi, et puis des tournées, parties au Canada, et plein d'occasions, profiter de ça, quoi. Super. Et tout ça en tenant ta librairie où tu travaillais 6 jours semaine. Là, le dernier truc, c'était voilà. Plus de 10 heures par jour de boulot. Ouais. La tournée, là, une partie à la librairie, et après, finissant à la librairie, quand tu sors de l'école et que tu rentres en tant que commerçant, après 9 ans, tu perds tous tes droits. Après 9 ans, quand tu arrêtes, tu n'as aucun droit. Donc je me suis retrouvé au CPS de manage. Et j'ai postulé, il y avait un emploi à la Clarine pour secrétariat. Comme j'avais fait travail de bureau en 7e, je me suis proposé de faire ça. Ça m'aurait changé du comptoir de la librairie. Et donc je me suis présenté. Et là aussi, ça a bien fonctionné. Ils m'ont pris, je suis resté 1 an. Et c'est pendant cette année-là que je suis parti, qu'il y a eu le plus gros de la tournée de jazz. Okay. Et donc chaque fois à 4 heures, on partait. Aujourd'hui, tu travailles toujours à la Clarine. Je travaille toujours à la Clarine. Mais plus dans le secrétariat, maintenant, tu es éducateur. Parle-nous un peu de la Clarine, parce que je trouve que c'est un truc intéressant. Qu'est-ce que c'est en fait? La Clarine, c'est une ferme pédagogique qui accueille des personnes déficientes mentales,
léger, moyen à lourd, adulte, plus de 18 ans. Et donc c'est un projet hyper vivant où il y a plusieurs ateliers qui sont les moyens pour permettre à ces personnes d'avoir une vie, d'avoir un emploi, pas un emploi, mais qu'ils aient... qu'on le, ah, je coince. Des activités, quoi. Des activités tous les jours. On est un centre de jour, donc on accueille des personnes qui sont demandeurs et qu'on a pris pour travailler sur le projet de la ferme. Donc il y a d'autres institutions où ça pourrait être le dessin, ça pourrait être un atelier théâtre, parfois c'est juste atelier jus de pomme et ainsi de suite. Nous on fait tout ça à la Clarine. Voilà. Moi je m'occupe de l'atelier jardinage parce que j'avais une formation à l'école d'horticulture. Voilà. Et donc les résidents s'occupent du travail de la ferme. Donc ils ont on les appelle animaux. les fermiers, ouais. Donc voilà, on a un cheptel de chèvres et ils s'occupent, ils font les box, ils vident les box. On a un cheval, on a une vache, on a des poules, on a des poules pondeuses et les poulets qu'on mange, tu vois. Donc avant on faisait tout sur place, maintenant ça part à l'abattoir, mais on fait des cochons, on fait des poules, tout ça pour la cuisine de collectivité. Et moi dans mon atelier, je fais des légumes. Voilà, J'ai des potagers, c'est ça. Ouais, potager. Et voilà, je m'occupe des personnes. J'ai ma casquette d'éducateur, ma casquette de responsable du potager. Quand je dis responsable, c'est parce que on parle de 40 mètres de long, une serre où je cultive un potager, plus un verger et d'autres espaces où on cultive aussi, quoi. Ok. Et donc ils produisent leur propre nourriture. Exactement, ils produisent. Le but chez nous, c'est d'abord donner un sens à ce qu'on fait. Et donc, depuis le départ, c'était, voilà, on se nourrit avec un maximum de choses, de produits, de matières premières de chez nous. Ainsi de suite dans le cycle du compost, que la terre de compost, je la récupère, je la remets sur les terrains, je fais mes bacs à chicon, par exemple, pour l'instant c'est le forçage de la racine de culture de chicon. Et voilà, on récupère cette terre, tout ce qui est fumier, le plus vieux, je le récupère aussi, je le mets sur les champs, et sur le potager. Et voilà, c'est un circuit court, un circuit fermé pour certains trucs. Et puis on a un atelier de transformation, on transforme tous les produits. Toutes nos pommes, elles passent en jus de pomme, puis on fait des pommes confites, on donne des pommes en dessert. Mais tout ça reste de saison, quoi. Ici, c'est vraiment un peu plus difficile. Très bien. Et donc, on va continuer un petit peu dans l'évolution de ta vie. Je t'ai connu à ce moment-là, où tu t'étais lancé dans un projet de retaper des vieilles voitures américaines. Ah ouais, ça c'était... Ouais. C'est un peu mon dada, quoi. J'ai un flash, il faut le faire, tu vois. C'est pas compliqué, je pense que j'ai pas pu me payer des maquettes quand j'étais petit. Là j'ai recommencé en 2010 à 35 ans à faire des petites maquettes de voitures américaines, et puis je passais à la voiture tout de suite, quoi. Ok. Et l'idée c'était flash de refaire une voiture, et tout ce qui va avec, toutes les difficultés, ça a pris 1 an et demi non-stop. Donc là à ce moment-là, j'avais terminé le contrat Clarine, mon article 60, et j'avais pas de réembauche, donc j'étais sur le marché de l'emploi. Et j'ai retrouvé un petit boulot là, où j'étais magasinier, et le reste de mon temps c'était refaire la voiture, quoi. J'ai eu la chance que des potes qui avaient des garages m'ont filé le pont 4 colonnes, le truc. J'ai eu tout le matos pour faire la voiture, 1 an de travail, et je suis arrivé au bout du... Et t'as retapé une Cadillac. Une Cadillac, complet. Sans connaître... j'ai appris plein de trucs. Sans rien connaître en mécanique. Ouais, complet. Mais là, j'en ai appris, par contre. Super. Et de la Cadillac, t'es passé au vélo. Le vélo, ouais, parce que ça aussi, c'est un truc, c'est un peu comme cette histoire de platine. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, un gars avec des platines c'est magique. Et puis, je tombe un jour sur des gars avec des vélos, avec des trucs comme on voit aller dans certains films, des vélos américains, et tu te dis, waouh, c'est terrible. Et donc voilà encore un nouveau truc, quoi.
Et de fil en aiguille, ben, je suis tombé sur un gars qui me dit, j'ai peut-être dans ma collection de BMX, j'ai des cadres comme ça, donc avec arrondi, forme arrondie. Et finalement, c'était un vélo de 67. En fait, c'était le grand frère du BMX. En fait. Donc c'était les grands guidons, haute selle banane. Et on en voit dans certains films comme ça, les gamins ont ça aux États-Unis, voilà, c'est la base. Et après, le BMX va arriver dans les années 70 et 80. Et puis on refait le même vélo avec ses formes en plus grande, en une autre taille qu'on dit 26 pouces en fait, qui est plus grand, et comme les vélos, les VTT qu'on a chez nous. Et je vois qu'il y a des vidéos sur internet, parce qu'à ce moment-là, il y a déjà pas mal de trucs qui fonctionnent en 2009. Et c'était juste avant la Cadillac en fait, juste avant la Cadillac. Et comme d'habitude, n'ayant pas peur des choses, je prends ma camionnette d'époque et je pars à Amsterdam. Je sais qu'il y a un rassemblement où il y aura, quand j'arrive, il y a presque 400 bicyclettes comme ça, des gars qui viennent du monde entier. Et surtout on leur prête des vélos, tu as des gars d'Australie, des gars de... Il se dit, ouais, il y a quand même un move, mais il faut aller jusqu'à Amsterdam. Et là, je me rends compte qu'en roulant avec ces gars-là, tout est cool, les gens te proposent une bière, check, tu te dis où on est ici. Mais c'est vraiment cool. Et en fait, c'est un partage. Donc c'est un rassemblement, on va dire, de fans de vélo vintage. De vélo, on va dire vintage, mais je vais vite me rendre compte que le vélo vintage que tu peux acheter, ben, il y en a plein qui en ont modifié. Et la spécialité là-bas à Amsterdam, en plus c'est ville de vélo, c'est que tu vas vite te rendre compte qu'ils remplacent la selle par une pelle, tu vois, un palot, et il y en a qui customisent leur vélo à la Mad Max, et chacun se laisse aller. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'y a personne qui a 20 ans. Il y a quelques-uns, mais tu verras, la majorité, c'est plus de 30 ans, quoi. Les gars sont à fond dans le truc, ils ont leur petit move, leur klaxon, le pop-pop. Et il se passe quelque chose. Et moi, j'arrive là et je rencontre des gars. Et je parle pas un mot d'anglais. Et je vais essayer de mettre 2-3 mots en anglais. Un spécialiste, ma spécialité. Et le gars me dit, je parle français si tu veux. C'était des Parisiens. Et je tombe sur des gars à Paris qui sont devenus des potes, qui sont venus ici à la Louvière. Et donc, de là, ben, je reviens ici. Et je rencontre 2 potes que j'avais plus vus depuis longtemps, même plus de 10 ans, et ils avaient fait des fixies, c'était l'époque des fixies, donc c'était un vélo de course que tu retires un maximum de trucs et tu le mets en single speed, c'est le vélo de coursier à New York, quoi, le style. Et la particularité, c'est que tu peux le customiser toi-même. Tu mets les bandes adhésives de couleur, tu mets tes jantes de couleur, tu fais tout. Et en fait, voilà. Mais on est à 100 milieux du vidéo vintage et de ce que j'ai pu voir là-bas. Et ce qui se passe, c'est que direct, on se dit on va rouler. Et on va rouler ensemble, à 3. Et on va boire des verres et on roule. Et de fil en aiguille, ça a pris. Et après un an, ben, on a décidé en 2010 de dire ce serait bien de faire un club, et on s'est lancé comme ça en freestyle sur une tête de loup avec des chaînes et tout le bazar, mais vraiment juste pour faire. Et finalement, ben, aujourd'hui, ben, okay. on a... Donc ça c'est comment tu as créé, vous avez créé donc WBR, c'est le ça? WBR, ouais. WBR qui veut dire Wolf Bicycle Riders. La petite traduction, je l'ai fait pour Antenne Centre. Les loups à vélo. Non, exceptionnel. Un truc qui tient aussi sur 3 bouts de ficelle et juste des gars qui ont envie de faire quelque chose. Tu le fais ou tu le fais pas, tu passes le pas ou pas, mais on s'est marré. Et ça fait quoi? Ça fait maintenant 10 ans 10 ans que ça existe. 10 ans. C'est un truc de ouf. Et le groupe s'est élargi? À fond. Il a à un certain moment, il a explosé et puis il a fait pfff, parce que c'est devenu un move. Et chez nous, on ne veut pas que ça soit un move puisque c'est une bande de potes qui participent. Ça veut dire qu'en fait, le club, mettre des écussons, des patchs et tout, on s'en fout. Mais on s'en fout, mais de 4e... Tu as des amis qui viennent rouler avec nous, mais qui ont été là depuis le départ, qui ne font pas partie du club, tu vois. Et donc, nous, le club, dans un premier temps, c'était
mais les gars viennent rouler avec nous et on leur fait découvrir des petits troquets, des petits cafés et tout, et toujours un accueil, les gens. Donc le concept c'est quoi? C'est on se réunit. On se réunit, on va rouler en vélo. On va rouler à vélo Ouais. et on boit de la bière. Pas forcément. Non, ok. Et donc vous Nous faites... oui. Ouais. Et donc vous faites des circuits, des randonnées. On a fait des circuits et on a vite compris qu'on était en train de faire quelque chose ici à la Louvière que d'autres gens ne faisaient pas. Ça veut dire qu'on organisait des petites balades vélo où à un certain moment on est monté à 45, presque pas toutes les semaines, mais une fois par mois sûr à 45. Et nous on roulait, on repérait les parcours, ce qui nous a permis de rencontrer un maximum de gens et de découvrir notre région, mais sous un autre aspect. En faisant du bike. Et c'est clair qu'il y a les cyclotourismes aussi, il ne faut pas oublier, les gars en VTT, il y a plein de clubs cyclo qui le font, mais nous c'était une autre façon en tant qu'ici, on va dire, on va cadenasser l'affaire, on habite la région, il n'y a rien que... et on va se lancer dans une découverte de notre région en fait, d'une autre manière, sous un autre angle. Tous les canaux, aussi bien l'ancien canal que le nouveau, mais Ronquière après. On a un super rail que allez, c'est bien sûr, au fur et à mesure ça a gonflé. Maintenant on a eu des gens d'Europe qui sont venus, ils flashent sur les balades qu'on leur propose. Donc ici. en fait vous avez fait des connexions avec d'autres gens qui faisaient plus ou moins exactement la même chose, d'autres clubs. Exactement la même chose. Exactement. Dans d'autres endroits d'Europe. Ouais, partout, ouais. Et vous vous invitez l'un l'autre. Exactement, mais ces invitations se font cordialement au fur et à mesure qu'on se rend compte, force de se répéter. Tu vas plusieurs et tu fais connaissance avec tout le monde et finalement on boit un verre, on rigole avec l'un, tu lâches une feinte à un autre, il y a de la vie et voilà. Et les gars ils disent ouais les gars c'est quand vous voulez. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On a fait Dresden, Oberhausen, Cologne. Düsseldorf, on a beaucoup de potes en Allemagne et tous ces gens sont venus ici. Et il y a un club qui s'appelle les Pigeons, et eux, leur but c'est chaque fois qu'ils rencontrent des gens, ils viennent chez eux en vélo. Donc par exemple, les gars sont venus de Düsseldorf à ici, 251 km en 5 jours, pour arriver au palais de la bière. Et quand ils sont arrivés au palais de la bière, ils étaient tout heureux avec un Orval comme ça. Parce que leur bière de Schlass, là, et les gars, ils étaient emballés. Et ils n'ont fait que ça pour venir. Il a fait un tatouage avec l'église sans clocher ici, tout le bazar, le gars à fond, quoi. Ouais. On a un autre pote qui vient de Suisse, lui, fan de brasseur dans plusieurs brasseries, à travers une nébuleuse, travaillé... Bref, et le gars est venu ici à flasher sur le palais de la bière aussi. Et en fait, on a pu donner, les Parisiens, une entrée dans la Louvière, le pont des Soupirs. Tu connais le pont des Soupirs? Quand tu rentres dans la Louvière, tu as le pont des Soupirs. Là, c'est la fin du ride. Chaque ride se termine par ce... Ils ont du mal. Et tu rentres dans la Louvière, voilà. Et je peux te dire, aujourd'hui, qu'il y a au moins une dizaine de pays, même des Anglais, des gars de Madrid, des gars... Tout le monde est venu ici. Ok, donc à travers le club de vélo, ce truc de vélo que nous avons fait, et voilà, on a fait découvrir la Louvière. Faites découvrir la région à plein de gens, quoi. Et les gars sont flashés. Un pain steak de chez Yannis, ils n'avaient jamais eu. Non, et donc on leur dit, et ils nous disent à chaque fois, terrible, super, accueil, génial, tac, tac. Et donc on a lié des liens avec la Grimaudière à Heureux, ça fait 4 ans qu'on y va avec un petit menu et tout à midi. Là c'est devenu un peu plus structuré, mais les gens sont contents. Et c'est l'accueil, je pense. L'accueil, nous, ce qu'on leur réserve comme accueil, avec, on met parfois de notre poche des trucs. Voilà. C'est génial. Et donc ça c'est avec qui on peut citer les gens, hein. Ouais, à la base on est à 3. Il y a Steve le chien et Jimmy Denet. Et moi-même, on s'est lancé, on a dit qu'on allait faire ça. Et c'est un truc où on ne veut pas se prendre la tête. Et voilà, on s'était mis sous une association de fait pour se couvrir et dire de se lancer. Et aujourd'hui, écoute, on ne s'est pas roulé. On devait fêter nos 10 ans, on ne l'a pas fait. Et vous customisez toujours des vélos? Moi, pour ma part, j'ai vraiment mis encore, je suis passé à autre chose, tu vois. J'ai mis un frein à ça. Mais Steve, en fait, lui m'a flashé, en fait. Parce qu'il est parti de ces petits vélos-là. Il a fait une formation cyclo.
ici à l'IFPA PME, là, et il a réussi haut la main. Il s'est fait un réseau, et puis il était employé chez Cyclo à Bruxelles. Donc il a beaucoup, ouais, il bosse à la gare centrale, et il est devenu vraiment expert là-dedans. Quand je dis expert, c'est qu'il y a beaucoup de styles de vélo différents, donc il ne s'est pas arrêté au vélo custom, il a vraiment la passion pour le vélo, et voilà, là il a commencé à se lancer, et le but c'est qu'il aille chez les gens, réparer les vélos, et ainsi de suite, offrir un service, quoi. Un service, Ok. et voilà. Donc ça, on va dire, c'est l'extrême du truc. Après, dans ce petit move de passion, il y a des choses qui sortent, tu vois. Ouais, bah, en tout cas, c'est génial, ça montre bien que, voilà, avec les énergies des Complet, gens, complet. la passion, là, il y a des choses qui se font, quoi, Ouais, à la ouais. Louvière. Il y a des choses qui Et se c'est font. ça que moi, ça me fait plaisir de mettre ça en lumière. Ouais, à fond, on a fait pas mal de trucs. On a participé à toutes les conventions tattoo à la Louvière, là, pour juste mettre nos vélos, parce que ça fait partie du move avec le rock'n'roll, le custom. Hop, on a mis nos vélos, mais on participait plus pour être là, pour aussi être présent avec les organisateurs, pour amener quelque chose, avoir un autre. Allez, on montre ce qu'on fait, quoi. On a organisé des tombolas, et alors de là, la dernière chose, c'est le rétro rock'n'roll qu'il y a eu sur la Grand Place plusieurs fois, là, d'un des membres de chez nous organise à part avec sa compagne, le rétro rock'n'roll, qui est encore un autre événement, où là, il y a aussi du custom qui vient, et en fait, il y avait beaucoup ça en Flandre, ou alors tu devais aller du côté Amé, donc Amé, Liège. Il y avait deux festivals, rock'n'roll avec les voitures américaines, et le move aussi des vélos custom. Et nous, on a le nôtre ici, hein, et qui, je pense, fonctionne très bien, vu la main de monde qu'il y avait. Et les 2 dernières années, avec quand même, on voyait un peu pas mal de gens que j'ai côtoyés dans différents univers, rock et tout ça. Tout le monde était au rendez-vous de cet événement, donc c'était, ouais, un peu fédérateur, comme ça, c'est cool. Super. Et t'as dit que t'avais mis un là parce que là, t'es lancé dans une nouvelle passion Ouais, ouais. Mais qui encore est. toujours de la même façon que ces enfoirés sont venus ici, parce qu'il faut savoir qu'il y a un trafic de bière. Mais ça, on ne doit pas le diffuser. En fait, les gars sont passionnés de bière. On est tous passionnés de bière. Et donc le fameux Suisse, lui, ben, ramène des canettes avec tel houblon, tel truc, ta. Et moi, je les voyais faire leur trafic ici. Donc tu as un gars qui vient de Paris, qui bosse à Londres, qui ramène des bières de Londres, qu'on ne trouve pas par ici, fait l'échange ici à la Louvière. Et donc il y avait tout un Ok. tremblement pour les passionnés. On reste bien sûr sur des produits achetés, mais voilà, comme j'ai tel vin, waouh, c'est terrible. Et donc, à force de goûter leur bière, j'étais fan 3000% d'Orval, parce elle était, elle était, ouais, elle était naturelle, et il y avait quelque chose de différent par rapport au sucre apporté dans les bières de ce que tu goûtes. Et Donc attends, donc j'ai goûté, grâce à eux, j'ai pu découvrir ok, cette nouvelle univers de bière. ok, mais laissons de côté. Donc tu vois, en fait, c'est par le goût de la Orval, Ouais. Qui est une bière l'Orval, assez atypique, qui est une que bière particulière. tu t'es dit j'ai envie de bricoler ma propre bière. Ou après l'Orval, ce que les autres amenaient, là je me dis, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, il se passe quelque chose. Et donc maintenant tu te fabriques Je me fabrique ma bière. tes petites bières. Je me fabrique ma petite bière. Et c'est ta nouvelle passion. C'est ma nouvelle passion. Super. Voilà. Et il y a quelque chose à découvrir dans ces bières. D'ailleurs, c'est un peu le. Pour ne pas citer, je sais pas si on peut citer ou d'autres des éléments d'ici. Allez, des brasseries d'ici, non? Bah oui, pourquoi Ouais, pas. il y a pas l'Augrenoise, il y a. Allez, du Louviérois, la brasserie du Létaré. Ouais. La brasserie du Létaré qui vient d'ouvrir ici dans la rue. Je sais comment. Ça c'est la rue Caramis, non? Ouais, le prolongement de la rue Kéramis, dans des anciens espaces du CPS.
Ils ont créé une petite brasserie là où d'abord ils vendent une bière on peut retrouver ici un peu dans certains établissements, qui est la Bollywood, qui est une IPA houblonnée. Et alors ils ont fait un autre pale ale houblonné aussi, qui est les tarés, hein. Et donc, Ces gars-là ont la même passion pour. quel est l'intérêt en fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qui différencie ces bières artisanales des bières qu'on trouve dans Mais les grandes surfaces? d'abord, elles ne sont pas industrielles, et la façon de faire et la matière première sont complètement différentes. Donc ça, c'est encore une question de goût, une question de goût. Et après, ils développent ça un peu comme les vins, au niveau des arômes et les couches que tu peux avoir de houblons successifs. Il y a vraiment, c'est vraiment un produit qui devient archi noble, qui est vraiment waouh. Ok. Et donc moi je me suis lancé là-dedans pour essayer de comprendre déjà la réussite d'une bière, parce que c'est pas si facile que ça en fait. Le principe est très facile, mais comme toute facilité, il y a quand même derrière de la technique et plonger, être curieux, aller voir les sites où on peut avoir des informations, recouper les recettes et comprendre. Parce qu'en fait, et je pense qu'il faut quelques années, il faut des études de zytologiste, tu vois. Il y a des cours pour ça, tu vois. Ok. Parce qu'il y a dans les matières premières ce que tu emploies pour faire telle bière, tel style de bière, avec tel style de levure, c'est que technique. Tu dois connaître toute cette nomenclature des différentes. Et moi, je suis en train de l'apprendre en le faisant et en plantant aussi. D'accord. Et il faut une hygiène irréprochable, parce que c'est un minimum de bactéries et ta bière, elle a pu être réussie à la base, et il y a dans le procédé un truc qui foire et c'est fini, tu as du vinaigre, quoi. Ok. Ouais, donc ça c'est encore, voilà. Donc ça, c'est ta nouvelle passion, quoi. Ouais, complètement. Ben, comme on a pu le voir déjà depuis le début de cet entretien, tu en as fait des choses dans ta vie. Ouais. Là, tu es encore DJ, tu as encore ton club de vélo, cette nouvelle passion pour La bière. pour la bière. Tu nous as dit que tu étais papa, donc depuis... elle a quel âge maintenant? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Comment tu fais pour combiner tout ça dans des journées de Ben, 24 écoute, heures? c'est pas compliqué. Avec le Covid, tu retires tous les 15 jours un truc de vélo, on ne roule plus. Mhm. Et ça a permis à prendre une fois par mois la bière. Et tout le reste, c'est pour la famille, quoi. Vous ne pouvez plus rouler à cause du Covid, pourtant c'est en plein air. On n'a plus d'événements où on se retrouvait. Si tu veux, avant, on roulait beaucoup ensemble. Et il y avait cette proximité de faire les choses. Et au fur et à mesure, tu avances, et on ne fait plus que des gros événements où ça nous prenait un week-end. Finalement, le fait de ne pas être à la maison, ou d'autres qui avaient leur famille, ça se fait naturel. Voilà. Le temps, t'as un moment de temps, et puis c'est tout, quoi. C'est pas... Ouais, donc la crise sanitaire du Ouais, Covid ça nous a quand même- aidé ça a aidé d'un côté, voilà, les autres ils roulent encore, hein, mais moi je n'ai plus été roulé, on a peut-être roulé 3 ou 4 fois, on s'est rassemblés pour rouler, quoi. Mhm. Mais on pourrait se rouler, tu as envie de prendre ton vélo, tu sors, tu vas rouler, ça c'est sûr. Mais le fait de rouler ensemble, d'aller boire un verre, de faire Ouais. ce truc-là, on l'a fait une fois au mois de juin, et puis ça a été basta. Et moi, ça me prend déjà au moins une fois par mois à faire la bière un dimanche, quoi. Et après, la musique, c'est quand j'ai du temps, quoi. Mhm. J'ai du temps, je le fais, je prends ce temps-là. Mais il est court, il n'y en a pas beaucoup. Bah ouais, Ouais. les journées sont Il est très courtes. court, tu bosses, tu rentres, tu fais ça. Il faut vraiment limite avoir un agenda bien minutieux. Et quand tu as envie encore d'y tenir rigueur, sinon c'est foutu, tu es foutu. Mais je me mets pas de pression, en fait. Le truc de plus avoir de pression sur quoi que ce soit ou ne pas en avoir est
quand même un truc cool, quoi. T'as pas de pression. Là, j'ai 40 mixtapes maintenant. Moi, je pense, je suis à 40 mixtapes. Et je pense pas qu'elles vont vieillir, en fait. Donc, le moment où on va les sortir, j'aurai le temps de les mettre et de les faire sortir une fois par semaine, du moins sur Mixcloud ou quoi. J'ai envie de partager ça, mais c'est pas encore là, quoi. Je suis à autre chose, je pense à ça, puis ça. Chaque chose en son temps, ça viendra. Très bien. Bah écoute, on va terminer juste par une question. Tu es quand même quelqu'un qui fait partie de la vie nocturne louviéroise, pas que nocturne d'ailleurs, même puisque vous roulez en vélo la journée. Depuis quelques années, voire quelques décennies. Quel regard tu portes sur l'évolution de cette ville depuis, on va dire, tes premières guindailles, tes premiers carnavals quand tu étais ado, à aujourd'hui? Celle de l'inconscience, c'était cool. Toutes ces années, les années 90 jusqu'à 2005, c'est quand même une grande adolescence, quoi. Et après, il y a eu du vite, du vite, du vite et du vite. Et puis on est revenu avec quelques éléments, mais en fait, et là, il y a un vide total. Il n'y a plus rien. Il y a plus rien. On va dire. Tu dis à la Louvière, il ne se passe plus rien? Il y a vraiment, voilà, moi j'y suis plus, je sais pas s'il se passe quelque chose, mais je pense qu'il n'y a plus rien. C'était terminé, ça s'est terminé, je pense qu'il y a un an et demi, il y a eu quelque chose, voilà. Bah, il y a un an et demi, enfin il y a un an en tout cas, il y a eu le non, Covid. Il y a un an et demi, juste avant, 5-6 mois avant le Covid, et voilà, quelque chose se terminait. On l'a ressenti avec les potes, on l'a senti. On s'est dit, voilà, il y a déjà des établissements, les gens ont changé, il y a eu plein de choses, quoi. Il y a eu plein de choses, du moins où il y avait encore un petit peu d'ambiance sur certains cafés. Puis il y a eu beaucoup de faits qui ont fait que, voilà, ça s'est terminé, quoi. Voilà. On est dans une période vide. Quoi comme fait, en fait? Il y a eu déjà le problème avec la taverne, hein. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu un grand blanc là, donc il y avait une ambiance avec les trois coins, et puis voilà. Et puis je pense que les choses changent, quoi. Il y a une dynamique qui s'est perdue. Ouais, il y a une dynamique qui s'est perdue, et puis je pense que tout. Allez, en tant que DJ, j'étais là sur plusieurs générations différentes. À un certain moment, ça s'arrête, je suis papa maintenant, je reste chez moi, quoi. J'ai autre chose à faire, tu vois. Et qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour relancer l'affaire? Mais je pense que ça dépend des gens motivés, quoi. Des gens motivés. Quand je dis des gens motivés, c'est avec... je pense que tout le monde peut l'être, mais avec un projet, avec quelque chose auquel on s'y tient, un truc cool, quoi. Parce que là, il y a un vide, quoi. Il y a un vide, à un certain moment, il y a un vide. Ici, peut-être que justement la crise sanitaire a fait que les gens ont peut-être pris conscience qu'il y avait quelque chose qui leur manquait, et ils vont peut-être sortir complètement déchaînés et créer plein de choses. Ou alors il y a quelque chose à faire. Moi je dis qu'en fait, là, pendant le Covid, plein de connaissances qui ont fait des super trucs, même des boîtes qui se montent, quoi. Faut pas voir ça comme négatif, au contraire, il y a un rebondissement. Ceux qui vont se faire attraper, vont se faire happer là-dedans, ceux qui vont redémarrer, quoi. Parce qu'il y a plein de choses dont, en plus, les choses changent, mais violemment, quoi. Les choses ont changé violemment. C'est ce qu'on va pouvoir attendre de demain n'est absolument plus rien de ce qu'il y a eu en un an. Ce qu'on aurait pu attendre sur 10 ans d'un changement, tout ça va de plus en plus vite. Et là, en moins d'un an, il se passe quelque chose, quoi. Tu penses qu'on va jamais revenir à... Si. Exactement comme c'était avant. Après, oui, moi je pense qu'il va se passer des trucs, il va y avoir des nouveaux trucs, mais on va s'adapter aux normes d'aujourd'hui. Ça, c'est d'office.
Est-ce que tu pourras sortir et encore aller avec un passeport santé ou un truc à faire? Je ne sais pas ce qu'ils vont nous... Voilà. Mais il y a des choses qui vont se mettre en place dans les prochaines années et les choses vont être... Allez, ça va être différent. Est-ce que le Gilles va devoir avoir fait son vaccin et avoir proposé son passeport santé à sa société pour pouvoir faire le Gilles? Ben oui, mais on en est là. Si tu pars à l'étranger, si tu te mets... Voilà, pourquoi un festival, d'après ce qu'ils disent, et c'est en route, hein, c'est en route, c'est en route. Donc pour aller à un festival, tu veux dire que pour aller à un festival, il faudra être vacciné? Il faudra présenter sa carte vaccin? Probablement, c'est le gros truc. Je lisais un article aujourd'hui, c'était sur Le Monde, et il parlait du fils, comme par hasard, de Mademoiselle Lagarde, de Madame Lagarde, qui est son fils, il tape dedans, ça va être une obligation, et ils expliquent qu'il y a déjà 7 pays depuis un mois qui ont signé. Il y a des accords qui ont été faits. Et ici, encore un accord, la Grèce avec Israël, pour justement, tout est officiel, tu as ton truc santé, tu peux y aller. Et ça te pose un problème, en fait? Moi, non. On va s'adapter, de toute façon. Il n'y a pas le choix. Donc, si tu as envie de faire des choses, tu les fais, sinon, je ne sais pas ce qui va se passer pour toi. Bon, voilà. Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'il va se repasser quelque chose. Je vais peut-être reprendre un café, moi. Qui sait? Ouais, bah, de toute façon, on ne sera pas surpris. Hein, si je vais même te dire quelque chose, hein, et là, c'est un scoop. Tout Bruxelles fonctionne pour l'instant avec des brasseries. Tu as les brasseries, ils te servent à manger, ils te font des concerts et les DJ sont là. Pour ne que citer Nano l'Hermitage, No Science, il y en a 3 ou 4 qui sont dans Tour et Taxi. Et voilà, ils proposent des bières différentes, de différents styles, chaque semaine à la carte de ce qui est fait. Il va y avoir un bro-pub qui va se monter au Siamons. Okay, où l'idée c'est, voilà, je te fais une bière, il y a 150 litres, tu la bois, la fois d'après c'est une autre, quoi. Et toi, tu t'imagines te lancer là-dedans une fois que tu auras maîtrisé la fabrication de bière? C'est une idée. Mais ouais. C'est une idée, ça fonctionne partout. Et je pense qu'il y a même carrément des gens qui investissent partout, toutes les bières, toutes les bières que j'aime, anglaises, même les espagnols, Barcelone, tout fonctionne déjà. Nous sommes encore nulle part. Exemple, tu vas à Eindhoven, tu arrives, tu vas boire un verre, tu es là, tu as un DJ qui joue, c'est dans la brasserie que les choses se passent. Je ne sais pas si eux sont conscients, ils verront peut-être l'interview, qu'il y a quelque chose à faire, mais voilà. Nous, on a encore une autre idée particulière. Sur ce que je veux faire, c'est encore autre chose. C'est encore même un niveau, pour moi, un niveau au-dessus en étant un niveau en dessous. Ça veut dire que c'est même pas ouvert au public, en fait. Okay. C'est les gens viennent découvrir le truc. On est répertorié sur peut-être en officiel pour faire ça. Parce que la démarche, elle ne veut pas être super commerciale. Pour garder un bon produit, être... La dégustation, quoi, entre connaisseurs de bière. Quoi. Pas forcément, parce qu'on va y ajouter la musique. Et si on y ajoute la qualité, autant que la qualité de la bière, la qualité de la musique, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et toi, créer ton événement, ça sera plus le truc comme on connaissait les cafés, Stella, Mass Pils, les marques de bière qui avaient leur café, et puis tu faisais ton établissement, essayer de se démarquer par la qualité, quoi. Et il y a peut-être d'autres choses qui vont venir se greffer aussi. Super, bah, voilà. C'est tout ce que je te souhaite. C'est l'idée. L'idée, c'est préparer sa pension. Et moi, je te le dis. Elle est pas mal. Hein. Bah, en tout cas, on a un plan béton, franchement. Ouais, normalement, ça doit tenir la route. Il n'y a pas beaucoup d'investissement, on a déjà les terrains, il suffit de trouver le temps maintenant. C'est de trouver le temps. Parce que je ne vais pas me lancer dans un projet si je n'ai pas le temps. Surtout ce projet-là, ça, à mon avis, ça peut prendre vite de l'ampleur. Il y a un des gars, c'est Misery Social Club. Ils font la bière Misery, ils sont à Hawaï, ils ont racheté un manoir. Ils font leur salle de billard, il y a une petite salle de billard, ils peuvent écouter de la musique, ils font des petits concerts et ils servent leur bière. Et c'est là que les choses sont en train de se passer. Comme super, un anneau. Super, bah écoute, pourquoi pas, de toute façon, toutes les choses que dans lesquelles tu t'es embarqué dans le passé, tu as toujours été quand même jusqu'au bout. Donc, Mais tu ressens ça où tu vas, dans les endroits. L'ancienne gare de Lille, on a été aussi, c'était aussi un truc
avec un méga taproom, donc c'est une vingtaine de pompes comme ça avec des bières différentes. Et en fait, c'est un lieu où tout le monde se rencontre et peut échanger. Voilà, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà. Super. Bah écoute, Renaud, merci. Avec En tout plaisir, cas, avec plaisir. ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est motivé, toujours passionné, qui croit en l'avenir, qui a encore des projets et je qui le est dis, toujours actif. je le dis, je n'ai jamais râlé. J'ai toujours bien rigolé. Bah, il faut pas se prendre la tête, je pense. Il faut avancer. Bah ouais, faut, t'as raison. T'as faut raison. faire les choses. Mais tant qu'on est heureux, en fait. Tant qu'on est heureux de ce que tu vis, je pense que c'est le mot de la fin. T'es bien, t'es bien. Il en faut peu pour être heureux, mais je pense que c'est là-dedans, quoi. Se pichat, pas se prendre la tête et rigoler. Et les choses se font. Après, c'est dans ce qu'on se projette qu'on n'obtient pas, que là, il y a la dégringolade. La dégringolade. La dégringolade mentale. Ben ouais, non, ben t'as tout résumé en fait, hein. C'est la pense, manière hein. dont on se projette et À fond. si comme tu l'as dit tout à l'heure, on se met pas la pression, on vit les choses pour le plaisir et qu'on les fait par passion, Ah ouais, voilà. incroyable. Bon, en tout cas, merci et tu seras bienvenu quand tu veux, quand tu auras lancé ton projet, tu Mais viendras à en faire fond. la promo. Et Ouais, très. de toute façon, tu sais bien, tu es toujours le bienvenu chez nous. À fond, bah, j'en reviendrai. Bah ouais, j'en reviendrai avec une autre tranche de vie. Allez, C'était bah, cool, merci. franchement, c'était cool. Merci. Merci. Ciao. Ciao, ciao.